Voilà, après avoir fait pas mal de distance avec ma Tesla et ayant fait face à plusieurs situations possibles, je peux désormais dresser un bilan. Alors je ne parlerai pas du bilan carbone et financier, car ça je l'ai déjà fait dans 2 épisodes précédents. Là je vais me concentrer sur le volet pratique, à savoir, une voiture électrique, est-ce pratique à l'usage? Contrairement aux autres épisodes, ça sera moins une vidéo d'information, mais davantage un témoignage personnel. Surtout par rapport à l'usage que j'ai pu avoir de cette voiture. Alors, pour commencer sur un volet très personnel, comment j'ai été amené à acheter cette voiture? L'écologie est un sujet qui me passionne depuis que je suis gamin. Je me souviens que quand j'étais ado, je ne croyais absolument pas en la voiture électrique. À l'époque, l'électrique, ce n'était pas vu comme la solution. L'autonomie était trop faible et les temps de recharge trop longs. Ouah, c'est laid! Ce en quoi je croyais, c'était l'hydrogène. Pour moi, c'était la seule solution pour rendre l'automobile durable. Le temps m'a donné complètement tort. Et ça à cause d'un constructeur californien qui dès 2008 a démontré qu'une voiture électrique pouvait avoir de l'autonomie et dès 2012 qu'elle pouvait recharger en moins d'1 heure. Les fameuses Tesla. Et c'est aussi à cette époque que sortent les fameuses Nissan Leaf et Renault Zoé. Au fil du temps, je revois mon jugement sur le sujet. L'idée que la voiture électrique est la meilleure solution tant sur le plan environnemental qu'économique me convainc de plus en plus. Par contre, de là en acheter une, ça me paraissait très lointain dans l'avenir, car les voitures électriques n'étaient pas encore assez au point au niveau de l'autonomie et du temps de recharge. Mais l'obstacle numéro 1, c'était le prix bien sûr. Cependant, face au progrès de la voiture électrique, j'ai fini par me convaincre qu'après ma 207, la prochaine voiture que j'aurai sera électrique. Cette conviction, je l'ai acquis en 2018, au moment où est sortie la fameuse Tesla Model 3. Cependant, je me voyais rouler encore longtemps avec ma Peugeot. Mon but était de la faire rouler jusqu'à 225 000 km. Pourquoi ce chiffre? Car c'est la durée de vie moyenne d'un véhicule en France. Résultat, je m'imaginais que j'achèterais une voiture électrique d'ici 2025-2026, lorsque sortiront les modèles à moins de 25 000 €. J'avais en ligne de mire la fameuse Renault R5, ou encore la Tesla à moins de 25 000 $, dont on n'a pas encore vu l'ombre d'ailleurs. Cependant, mes plans ne se sont pas passés comme prévu. Lors de ces 2 dernières années, ma 207 a commencé à montrer de sérieux signes de vieillissement. Ça a d'abord été des problèmes électroniques, régulateurs et limiteurs de vitesse qui déconnent. Les pannes commençaient aussi à devenir de plus en plus nombreuses et coûteuses. Durant le printemps 2023, ma conduite assistée est tombée en panne. C'est simple, par moments ma voiture ne voulait plus tourner à gauche. Pascal Pro sort de ce coffre! Et durant l'été, elle va échouer 2 fois au contrôle technique à cause d'un problème de pollution. Là je me dis que ma 207 est sur la fin et qu'il faut que je pense à la suite. Et pour moi la suite, ça ne pouvait qu'être une voiture électrique. Je commence donc à faire mes recherches sur le marché d'occasion. Ça faisait depuis un moment que la i208 avait ma faveur. J'avais écarté les Tesla, car je les trouvais trop grandes et trop chères. Puis moche en plus. Mais 2 choses vont changer la donne. À un détour sur internet, je vais découvrir qu'en rabattant les sièges arrière, on peut aménager un lit de camping dans cette voiture. Je vois ça comme une opportunité de voyager librement, partout, à moindre frais. Ensuite, je vais me rendre compte qu'il est possible de trouver des Tesla Model 3 très intéressantes à des prix inférieurs à 29 000 €. Ça reste très cher, mais je ne perds pas de vue qu'il s'agit là de la meilleure voiture électrique au monde. Au bout de quelques mois, c'est bon. C'est décidé, ma prochaine voiture sera une Tesla Model 3. Mais ça reste un projet que je garde pour plus tard. Cependant, ma 207 va précipiter les choses. Son système d'alerte des défaillances devient défaillant. Il n'arrêtait pas de me dire que les phares ne marchaient plus, alors qu'ils marchaient tous très bien. Durant les 3 derniers mois, cette alarme retentissait en permanence toutes les 30 secondes. En plus, cette alarme fait un bruit horrible. De quoi rendre les trajets insupportables. Non mais en fait, cette 207, elle était possédée. Va vendre des rétros chez Midas! Je n'arrêtais pas de dire à ma voiture, toi, si tu continues, je vais vraiment finir par te remplacer par une Tesla. Hein. J'en suis arrivé à un point que j'avais envie de l'envoyer dans le dur. Et en fait, c'est à peu près ce qui s'est passé. Le 6 janvier 2024, je roule sur une route sinueuse et pas du tout salée ou déneigée. Ah bah la neige maintenant. Voilà la neige. Après plusieurs virages, il y en a un que je ne prends pas assez lentement et je finis dans le décor.
Bon, le choc n'a pas du tout été violent, mais suffisamment pour détruire tout ce qu'il y avait en dessous des phares avant, et en particulier le radiateur. Ça ne m'a pas empêché d'arriver à destination, mais clairement, ma voiture était HS, et le coût des réparations s'élevait au-delà de la valeur vénale du véhicule. Ce fut donc le bon coup de pied au cul qu'il me fallait pour enfin franchir le pas. Et pile une semaine plus tard, je suis devenu l'heureux propriétaire de cette Tesla Model 3. Elle est belle, hein? Vise un peu ma caisse. Et 10 000 km plus tard, je peux vous dire que je ne regrette absolument pas mon choix. Ce n'était pas la première fois que je conduisais une Tesla. J'ai pu en essayer une quelques années auparavant. Et quoi qu'il en soit, la prise en main de cette voiture a été jouissive pour moi. Il faut dire que passer de la Peugeot 207 à ça, c'est comme passer de la locomotive au charbon au TGV électrique. Et je ne dis pas ça forcément pour la vitesse. C'est simple, sur le plan technologique, on n'est pas dans le même siècle, je trouve. Aujourd'hui, c'est mon seul et unique véhicule, si je ne compte pas la trottinette électrique. La 207, elle, je l'ai envoyée à la casse pour pouvoir toucher la prime à la conversion. Alors, ça m'a fait un pincement de me séparer de cette voiture. J'y ai vécu beaucoup de bons souvenirs avec elle. Mais malgré ça, je ne la regrette absolument pas. Alors, pour être passé de l'un à l'autre, est-ce que j'ai perdu ou gagné sur le plan pratique? Pour moi, c'est simple. Si vous pouvez recharger chez vous à domicile, vous êtes gagnant absolument à tous les niveaux. Honnêtement, c'est plus pratique et je perds moins de temps à me brancher et recharger chez moi que quand j'allais à la station-service avant. Pour ce qui est de l'autonomie, j'ai fait des mesures. Ma Tesla Model 3, qui est la version la moins chère et avec la batterie la plus petite, peut faire quasiment 400 km sur l'autoroute à 110 km/h. Et sincèrement, une voiture électrique n'a pas besoin de plus d'autonomie. Déjà pour le quotidien, il y a très peu de gens qui font plus de 400 km par jour pour leur boulot. En ce qui me concerne, le collège où je vais bosser se trouve à 50 km de chez moi, ce qui me fait 100 km d'aller-retour par jour. Cette voiture est tombée à point nommé puisqu'elle me permet de diviser par 3 le coût du déplacement. J'en ai pour 50 € par mois au lieu de 150. Autrement dit, chaque mois, je me mets 100 € dans la poche. Des gens me posent parfois la question, et souvent la réponse les surprend, mais une voiture électrique, vous pouvez la brancher sur n'importe quelle prise, y compris une prise normale, la même avec laquelle vous branchez l'aspiro, le grille-pain ou le chargeur de votre portable. Par contre, ça prend du temps, hein. Pour ma Tesla, comptez bien 27 heures pour la recharger de 0 à 100%. Après moi, je fais 100 km par jour. Du coup, en 7 heures, elle a largement le temps de recharger avant de repartir le lendemain. Par contre, comment ça se passe pour faire de longs trajets, comme par exemple pour partir en vacances? Eh bien pour ça, je passe par les bornes de recharge rapide. Ma Tesla, et c'est le cas de la plupart des autres constructeurs, a un GPS qui planifie les trajets avec les étapes de recharge, ce qui évite de se prendre la tête sur la préparation du voyage. J'ai pu tester les Tesla superchargeurs, et dans de bonnes conditions, ma voiture arrive à récupérer 80% de charge en moins de 20 minutes. Sur autoroute, en roulant à 130, 80% de charge permet de faire 2 heures de route. Franchement, 20 minutes, c'est pas long. Perso, j'ai juste le temps d'aller aux toilettes, grignoter un truc et scroller un peu sur le portable. Donc dire que le temps de recharge est trop long, c'est un peu de la mauvaise volonté. Après, il y a eu des fois où ma recharge a duré plus longtemps. C'est souvent à cause d'un trop grand nombre de véhicules qui rechargent en même temps. Il n'empêche que dans le pire des cas, les recharges les plus longues que j'ai faites ont duré 30 minutes. Quand je fais ma pause repas en même temps, on ne les sent pas passer. Alors ça, c'est vrai pour les bornes Tesla. Mais j'ai pu essayer les autres bornes. Et... comment dire? C'est un bordel. Avec les bornes Tesla, ce n'est pas compliqué. Tu arrives, tu te gares en marche arrière, tu prends le câble, tu appuies sur le bouton qui par Wi-Fi commande l'ouverture de la trappe, tu te branches et puis tout se fait tout seul. Il faut juste au préalable avoir pensé à ajouter sa carte de crédit sur l'application Tesla. Grâce à ça, la facturation est automatique à chaque fois qu'on se branche. Sur les autres bornes, c'est bien plus compliqué. Alors parfois, il y a des terminaux carte bleue, mais cela ne concerne qu'une minorité de bornes. À la place, il faut flasher un QR code qui renvoie à un site internet sur lequel il faut rentrer ses coordonnées de paiement. Ce qui est assez fastidieux. Pour gagner du temps, j'ai acheté une carte de recharge. Celle-là coûte 19 €.
Après avoir ajouté vos coordonnées bancaires sur l'application ou un site internet, vous n'avez plus qu'à badger à la borne et le paiement se fait tout seul. Et ça marche sur toutes les bornes publiques. Après, dans la pratique... C'est un bordel. En ce qui me concerne au début, j'ai eu du mal à comprendre comment elle fonctionne. Faut faire quoi? Tu badges et ensuite tu choisis ton câble ou l'inverse? Ou alors il faut badger après avoir branché? Régulièrement on peut tomber sur des bornes en panne. Et des fois, c'est uniquement parce que la machine n'arrive pas à se connecter au réseau pour faire le paiement. Et en dehors des aires d'autoroute, c'est difficile de trouver des bornes assez puissantes qui permettent de recharger jusqu'à 80% en moins de 20 minutes. Si vous voulez recharger rapidement, il faut trouver des bornes de recharge ayant une puissance minimale de 150 kW. En dessous, ça durera plus de 20 minutes. Pour savoir où trouver des bornes, là aussi on peut passer par une application qui les répertorie toutes, indiquant leur puissance et leur disponibilité. Un des points faibles de la voiture électrique, c'est le froid. Quand la batterie est très froide, le frein moteur ne marche plus. Si on ne récupère plus l'énergie du freinage, ça réduit l'autonomie. C'est la raison principale pour laquelle, lorsqu'il fait très froid, une voiture électrique perd entre 20 et 30% de son autonomie. Le froid rend également la recharge plus lente. Cependant, la Tesla a une botte secrète. Elle peut préchauffer sa batterie. Cela permet d'avoir un frein moteur qui fonctionne, et donc d'augmenter l'autonomie, et de recharger à vitesse normale. Alors bien sûr, le préchauffage consomme de la batterie. Quand je préchauffe avant le départ et qu'il fait bien en dessous de 0, cela peut consommer jusqu'à 6% de la batterie. Mais grâce à ça, ça évite à la voiture de consommer 20 à 30% de plus sur la route. Donc on est gagnant. Après l'inconvénient, c'est qu'en hiver, avant de partir, faut penser à préchauffer la batterie. Après vous pouvez rouler sans problème sans avoir préchauffé la batterie. Mais par contre, sans frein moteur, on perd en autonomie et on use les freins classiques. Donc vaut mieux prendre cette habitude. Après la technologie évolue et dans l'avenir ce problème disparaîtra. Il y a aussi une inquiétude concernant les pneus. Parce que les voitures électriques sont plus lourdes, elles useraient leurs pneus plus vite. Or, c'est complètement faux. L'usure des pneus ne dépend pas du poids de son véhicule. Sinon les camions n'iraient pas très loin. Les pneus sont toujours adaptés en fonction du poids du véhicule. Et dans les faits, les pneus s'usent moins vite sur une voiture électrique. Grâce à la fluidité des accélérations et à l'absence de changement de rapport, les pneus subissent moins de friction. Et donc moins d'usure. Donc là aussi, on est gagnant. Par contre, oui, des pneus plus gros pour une voiture plus lourde, ça coûte plus cher. Et celui qui adopte une conduite sportive usera ses pneus plus vite que sur une voiture légère. Bon, malgré ces quelques inconvénients, au final, si vous pouvez recharger chez vous votre voiture électrique, sur le plan pratique, vous y gagnez sur tous les plans. Et vous n'y perdez sur aucun. Cependant, si vous ne pouvez pas recharger chez vous, alors là, ce n'est pas la même chanson. Personnellement, je me suis retrouvé plusieurs fois dans la situation de ne pas pouvoir recharger à domicile durant des semaines entières. Du coup, il a fallu que j'utilise les bornes de recharge publiques. Dans mon cas et par rapport au territoire où je me trouvais, ça ne m'a pas posé problème. Aujourd'hui, on trouve des bornes de recharge un peu partout, même s'il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. Alors bien sûr, comparé à l'essence, il faut y aller plus souvent, et le ravitaillement dure bien plus longtemps. Mais il y a quand même une grosse différence entre un plein de 5 minutes et une recharge de 30 minutes. C'est qu'un plein de 5 minutes, c'est du temps perdu, alors qu'une recharge de 30 minutes, c'est du temps à perdre. Et oui, quand votre voiture recharge, vous pouvez la laisser et aller faire autre chose. En ce qui me concerne, quand je fais recharger ma voiture, souvent j'en profite pour aller faire une course. Ou alors je la branche à une borne lente pour qu'elle recharge le temps de ma journée de travail. Et puis de toute façon, en ce qui me concerne, je préfère recharger pendant 30 minutes, temps durant lequel je peux être confortablement assis dans mon fauteuil, en train de grignoter un truc, scroller sur mon portable ou écouter de la musique, plutôt que de faire un plein de 5 minutes où tu es dehors à te peler dans le froid, à respirer les odeurs d'essence et d'échappement, et à rester accroché à ce pistolet dégueulasse. Tu caricatures. Non, j'explique. Ah oui, sinon, n'essayez pas de recharger votre voiture électrique en y faisant le plein d'essence. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. En fait, le vrai inconvénient de ne pas pouvoir recharger à domicile, c'est le prix. Le coût de l'électricité sur les bornes de recharge publiques est assez élevé, il faut être honnête. Si à domicile, au tarif normal, vous en avez pour 25 centimes le kilowattheure, sur les bornes de recharge rapide,
cela varie entre 45 et 70 centimes. Pour les recharges lentes, on peut descendre jusqu'à 30 centimes. Chez les bornes Tesla, qui sont des bornes très rapides, les prix varient entre 28 et 40 centimes. Si vous voulez savoir combien vous coûte l'électricité par rapport à l'essence, j'ai une petite astuce. Vous multipliez le prix affiché par 2,6 et ça vous donne le prix équivalent diesel. Et vous multipliez par 2, ça vous donne le prix équivalent essence. Actuellement, le litre de diesel et d'essence sont autour d'1,80 €. Donc si vous voyez un prix de l'électricité en dessous de 70 centimes, ça vous coûte moins cher que de rouler en diesel. Et si ça reste en dessous de 90 centimes, ça vous coûte moins cher que de rouler en essence. Malgré tout, si vous êtes obligé de vous recharger sur des bornes publiques, votre voiture électrique restera financièrement plus intéressante qu'une thermique, grâce à son entretien qui est plus faible. Pour ce qui est du plaisir de conduire, en ce qui me concerne, je suis ravi de ne plus avoir à gérer de levier de vitesse et d'embrayage. Je profite d'une accélération instantanée et sans à-coups, ce qui est un vrai progrès pour faire des dépassements efficaces. Pour prendre les dos d'âne, c'est aussi bien plus agréable, car l'absence de boîte de vitesse enlève le problème de sous- ou de sur-régime. Avec une voiture électrique, c'est hyper facile de rouler très lentement. En fait, c'est hyper facile de rouler à n'importe quelle vitesse. Et j'apprécie surtout le silence et l'absence de vibration. La conséquence de tout ça, c'est qu'une voiture électrique est parfaitement adaptée pour avoir une conduite zen, et donc beaucoup moins stressante. Pour ce qui est de l'autopilote, je le laisse systématiquement conduire lorsqu'il y a des 2 fois 2 voies. Ne pas avoir les pieds sur les pédales et les mains sur le volant permet de relâcher les muscles. Résultat, conduire cette voiture n'est absolument pas fatigant. C'est reposant. Le matin quand j'arrive au boulot, après 45 minutes de trajet, je suis frais et dispo. Et le soir quand je rentre, je récupère. Alors il est vrai que les Tesla sont des voitures clivantes. Ce ne sont pas des voitures. Ce sont des Tesla. Ce qui le montre le mieux, c'est l'intérieur, avec un tableau de bord complètement minimaliste où toutes les commandes passent par un écran tactile. C'est en effet un smartphone sur roue. Il y en a qui détestent, et d'autres qui adorent. Ce qui est mon cas. D'ailleurs, quand je suis monté dans la Mercedes de mon père, je me suis senti oppressé par le tableau de bord surchargé de boutons. En fait, cette voiture correspond totalement à ma philosophie. Le côté pratique et l'efficacité passent avant tout, y compris sur le design. La voiture a été dessinée pour offrir le moins de résistance à l'air possible. Cela, comme le reste, participe à l'efficacité incroyable de cette voiture. J'ai été assez choqué de voir que sur l'autoroute, à 130 km/h, elle ne consomme qu'un peu plus de 16 kWh au 100. La i208, qui est une voiture bien plus petite et légère, consomme au minimum 20 kWh au 100 dans les mêmes conditions. Cela me confirme que j'ai fait le bon choix. En tout cas, je peux vous dire que je suis ravi de cette voiture et que je ne reviendrai jamais au thermique. Voilà, c'est ici que se termine cette série de 3 épisodes concernant mon expérience de la voiture électrique. J'espère qu'elles vous auront donné toutes les infos dont vous avez besoin si vous envisagez de passer à l'électrique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Le Boy Baker reviendra prochainement avec ses grands classiques. Et d'ici là, préférez la curiosité aux préjugés.